universalisable. Donc une fois que c'est... Alors beaucoup d'auteurs ont travaillé cette question-là, et notamment de l'influence du judaïsme sur Freud. Il y a grosso modo deux positions radicalement opposées. La première qui est celle d'Ernest Jones, que l'on trouve dans sa biographie de Freud, qui dit grosso modo que sa judéité a eu peu d'importance dans son parcours. Ce qui est évidemment faux, mais on pourrait l'expliquer pourquoi il dit ça. Et le deuxième pôle, avec des gens comme David Bakan, qui vont au contraire dire que Freud est finalement une sorte de sage de la tradition juive sécularisée, en pointant par exemple des analogies formelles entre le dispositif du divan et un certain rapport critique de la tradition juive à l'image, une certaine critique de l'idolâtrie, etc. Donc, essayant de pointer des analogies formelles entre la tradition juive et la psychanalyse, qui pose un autre problème, puisque Freud s'est toujours considéré comme un juif laïque, enfin un juif non religieux, et donc c'est compliqué d'un point de vue méthodologique de lui attribuer une religiosité alors que lui-même s'en défendait. Voilà les quelques coordonnées. Alors moi, pourquoi ça m'intéresse? Parce que moi, ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est quel a été l'impact de cette judéité originelle sur le corpus de base de la psychanalyse. C'est ça mon problème. Et ma thèse consiste à dire, je vais la dire de manière ramassée, que la judéité de Freud s'est incarnée dans une surestimation théorique du père. C'est ça ma thèse. C'est-à-dire qu'il y a un livre remarquable d'un monsieur qui s'appelle Theo Pfriemer, qui a écrit un livre qui s'appelle Freud, lecteur de la Bible. Et il montre que il n'est pas le seul, mais il le démontre empiriquement, que l'éducation de Freud s'est faite par la transmission de la Bible par son père. Tous les soirs, Freud lisait la Bible avec son père, Jacob Freud, et c'était pas n'importe quelle Bible, c'était ce qu'on appelait à l'époque en Allemagne la Bible de Philippson, c'est-à-dire une Bible qui était en allemand et imagée, ce qui est double sacrilège du point de vue, je dirais, de certaine orthodoxie juive. Donc il y avait un rapport extrêmement présent d'éducation, et pas seulement d'instruction religieuse, entre le père et le fils à travers le médium qui était la Bible, la fameuse Bible de Philippson. Et donc en fait, les coordonnées que je pointe, c'est que finalement, il y a eu un rapport à son propre père qui s'est transmis à travers cette lecture de la Bible, sachant que la Bible recèle elle-même, la Bible au sens de la Torah ou de l'Ancien Testament, peu importe, recèle en même temps une particularité qu'a pointée Freud, qui est celle d'un monothéisme radical dans le judaïsme qui confère une dominance à un Dieu le Père, un Père sévère d'une certaine manière dans la judéité. Donc il y a une double coordonnée qui est la présence du Père qui transmet la judéité à travers une lecture quotidienne, sachant que cette judéité elle-même confère une importance particulière à la figure paternelle divine. Et je pense que ça donne les coordonnées de ce que j'appelle une sorte de stigmate juif de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a dans le corpus de base cette surestimation du père qui a fait que la question du rapport du nourrisson à sa mère n'a pas intéressé Freud d'emblée. Freud dit que le premier amour originaire de l'enfant, il le dit en 1918, c'est le père, ce qui est quand même une aberration empirique assez importante, mais qu'il faut comprendre comme ça. Et c'est là où aussi on voit la dynamique du mouvement psychanalytique, puisque les premières scissions, les grandes scissions, ont lieu justement à travers cette question religieuse et la place de la mère. Si je prends l'exemple de Jung, je l'ai dit, la scission entre Freud et Jung s'ordonne entièrement autour de la problématique juif-non-juif. Et ce qui est frappant, c'est que précisément Jung réhabilite un intérêt intellectuel pour le polythéisme, et notamment la figure archétypale de la mère, ce qu'il appelle la magna mater. Donc on voit bien combien le déplacement hors de la psychanalyse, le déplacement critique de la psychanalyse se fait par un rapport de réhabilitation de la mère, mais qui se construit en rupture justement avec la psychanalyse, et la raison étant précisément cette importance du père qui est inscrite jusque dans le corpus même. Et je pourrais poursuivre. Les premières scissions importantes, avant même Freud, c'était des gens comme Adler et Stekel, les premières scissions, 1902-1903, et comme par hasard, mais je pense que ce n'en est pas un, ces deux auteurs étaient des juifs convertis au protestantisme. Donc toute la question qui se pose, pour moi, c'est comment réhabiliter la place de la mère, sans verser soit dans la tension-scission à la manière de Rank et Ferenczi, ou sans s'opposer à la psychanalyse
voire devenir nazi, puisqu'il faut quand même rappeler que Jung non seulement était le non-juif de la psychanalyse, mais qu'il a eu un parcours critique des juifs jusqu'à l'engagement nazi en 1934. Oui. Ben, tu parles de l'importance du père chez Freud. Moi, j'aurais dit les choses ainsi. C'est-à-dire, c'est pas le père, c'est le père humilié chez Freud. C'est ça son fantasme. C'est mon père a été humilié. Effectivement, mais c'est un fantasme de névrosé. Freud était un névrosé. Effectivement. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, je crois que c'est Yerushalmi qui tenait, je te l'avais déjà dit, qui tenait ce propos. Il disait la psychanalyse, c'est un judaïsme sans spiritualité. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt tendance à penser les choses comme ça, chez Freud. Et oui, là, je ne sais pas quoi rajouter à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement... Oui, et puis là, on s'éloigne un petit peu de la thèse, mais en même temps, ce sont les soubassements historiques et théoriques qui permettent cette thèse et qui permettent d'expliquer pourquoi, curieusement, cette question, il a fallu attendre très tardivement pour que cette question de, comment dire, qui a émergé avec Rank, qui est la question du traumatisme de la naissance et l'idée d'un rapport direct, structurant du nouveau-né à la mère, soit aussi importante en psychanalyse, qui aujourd'hui nous paraît une évidence, mais qui ne l'était pas historiquement. C'est vrai qu'il y a un rapport d'humiliation de Freud à son père, en tant qu'il fut juif. Il y a une histoire célèbre qui est l'histoire du bonnet ramassé dans la boue, où effectivement Jacob Freud, le père de Freud, dit à son fils qu'un jour, effectivement, quelqu'un passait dans la rue, antisémite, et qui lui a arraché son bonnet, qu'il l'a jeté dans la boue, il lui a dit « Juif, ramasse ton bonnet ». Et le père de Freud, dit « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?» Et Jacob dit « Je l'ai ramassé ». Et Freud en a tiré à la fois une humiliation pour son père et une tentative de revanche. Et on sait, d'un point de vue biographique, que c'est à partir de là que Freud a nourri un certain nombre de fantasmes de conquête, d'identification des figures guerrières. Je pense à Hannibal, je pense à Hamilcar, etc. Mais une fois de plus, cette question, donc je pense que cette question de la judéité originelle est très importante dans l'histoire du mouvement psychanalyste parce qu'elle a eu des conséquences théoriques que j'essaie d'expliciter. En même temps, elle n'est pas spécifique à Freud. Quelqu'un comme Kafka a bien pointé la difficulté d'être père juif dans cette génération-là, dans un contexte sécularisé qui était l'Allemagne ou Vienne des années 20. Et il avait la très belle expression qui était celle qui était la difficulté à vivre avec ce qu'il appelait un père vague. C'est-à-dire un père qui n'était à la fois pas séparé du judaïsme entièrement, pas assimilé. Ça, c'est formidable comme expression. Un père vague. C'est-à-dire un père qui n'était à la fois pas séparé du judaïsme, mais en même temps qui n'était plus dans la tradition. Et Kafka disait, le problème de mon père, c'est que le judaïsme lui colle aux pattes. Donc c'est cette idée d'un entre-deux. Hein. Oui, en fait, moi, j'aurais tout de suite envie de te rétorquer que je ne suis pas d'accord avec le fait que Freud ait minimisé la figure de la mère. Parce que si tu lis Freud, et depuis le début, les 3 essais sur la théorie sexuelle, par exemple, ça ne traite pratiquement que de cela, c'est-à-dire du rapport. Alors effectivement, Freud n'aimait pas que on rappelle le préoedipien, c'est-à-dire effectivement, il y a un primat du père chez Freud, et tu rappelais dans Psychologie des foules et Analyse du moi, il dit le premier objet d'amour, c'est le père. Mais ça, c'est un apax. C'est-à-dire que c'est une fois dans l'œuvre de Freud. Souvent, la plupart du temps, le premier objet d'amour, c'est la mère. Et Freud le répète. Le rapport où je crois qu'il y a un texte qui s'appelle sur la... Je me souviens plus exactement du texte, mais c'est sur la vision de la différence sexuelle. Je me souviens plus exactement de... Et il raconte qu'en fait, la vie de l'enfant va être bouleversée par la vision de la castration maternelle. Donc toute la clinique freudienne tourne autour de ça. Mais c'est pas en tant que... Effectivement, chez Freud, il n'y a pas cette idée que l'enfant ou le nourrisson voudrait, ou l'adulte, voudrait régresser au sein maternel ou au paradis matriciel, comme tu l'appelles, mais cette idée que de voir que la mère est châtrée, parce que Freud parle comme ça, c'est un traumatisme, effectivement. Alors, ce qui est compliqué avec Freud, c'est comme tous les grands auteurs, on peut les lire de manière très différente. Il n'y a pas une lecture monolithique. C'est-à-dire un peu comme Marx, on peut en faire un théoricien du structuralisme, de l'historicisme, du sujet, de la critique du sujet. Si on essaie de faire le solde, d'une certaine manière, quand même, de la pensée freudienne, il me semble quand même que le corpus de base de la psychanalyse, c'est la théorie oedipienne à travers la notion de triangulation.
C'est-à-dire que le sujet est structuré par la question de la castration. La castration, et tu le répètes, mais tu le fais fonctionner du côté de la mère, est quand même l'épicentre de la théorie freudienne. Chez Freud, ce n'est pas le cas chez Lacan, qui va évidemment faire penser différemment, mais cette notion de castration, elle s'opère quand même de manière très simple, qui est quand même, c'est l'idée, et je ne caricature pas, que en tout cas le fils, le garçon, désire maman et que papa va lui couper le zizi. C'est quand même comme ça que ça marche chez Freud. On peut trouver ça bête ou simple, hein. C'est quand même ça l'idée. Bon. La question de l'interdit. Et donc, le vrai concept freudien, quand on compte le précipité de la pensée freudienne, c'est la question de la castration. Et c'est un concept qui est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, même du point de vue de Freud lui-même, ce n'est pas un concept concret. On n'a jamais castré quelqu'un, en tout cas dans nos sociétés aujourd'hui. Donc Freud dit que finalement la castration que subirait, je simplifie, je prends le cas du garçon, hein, que chaque petit garçon subirait la castration paternelle, chaque petit garçon, tout le monde, alors même que cette notion de castration n'est quelque chose qui n'existe pas matériellement. Et Freud est très conscient de cette difficulté méthodologique, et c'est pour ça qu'il se lance dans une anthropologie, certains diraient une fable phylogénétique, qui remonte jusqu'à Totem et Tabou, c'est-à-dire qu'il va vouloir fonder empiriquement, matériellement, historiquement la castration en disant il a existé un jour une horde où, grosso modo, les fils ont tué le père, ils ont culpabilisé, et cette culpabilité, qui est l'effet de la castration, continuerait et se transmettrait de père en fils, enfin de famille en famille, par la filiation à chaque génération. Crée un mythe. Il crée un mythe, mais il dit un mythe qui se transmet et qui devient concret. Un mythe scientifique, il dit. Voilà. Et le problème, c'est qu'évidemment, la question qu'on a opposée à Freud, c'est par où passe ce mythe? Enfin, une chose est d'avoir une réalité historique, déjà très contestable à un point de vue anthropologique, une autre chose de dire qu'elle fonctionne pour tout sujet jusqu'à aujourd'hui. Par où se ferait cette transmission? Donc Freud est embêté par ce que j'appelle, et ça va te déplaire énormément, un certain idéalisme théorique qui consiste à dire que une idée, la castration, opérait concrètement. Et la puissance, me semble-t-il, de quelqu'un comme Otto Rank est de lui dire, cher docteur Freud, s'il y a une chose qui a vraiment existé pour tout sujet et pour chaque sujet, c'est non pas la castration, mais la séparation du nourrisson avec sa mère. C'est là la puissance de Rank. Il y a eu séparation pour tout sujet. Et c'est pas bien compliqué de démontrer que ce rapport de détachement du nouveau-né à la mère a été quelque chose de traumatisant, d'anxiogène, avec la problématique du cri, enfin je ne vous dessine pas les choses. Et la thèse de Rank, que je ne soutiens pas entièrement, mais qui est passionnante, consiste à dire, finalement, cette question de la castration que les sujets vivent n'est que la reformulation déplacée d'une séparation originaire. C'est finalement un effet sublimé. C'est pas ça le fondement. La vraie question, c'est la séparation, et la castration, finalement, qui existe pour ce sujet, c'est une manière de s'accommoder, c'est une sorte de rationalisation secondaire. Et ça, c'est la puissance de ce que j'appelle le matérialisme rankien, et c'est vrai que voilà, qui fait écho à ma propre thèse. Mais, d'ailleurs, je te cite la page 204, parce que tu dis « Le mythe d'Oedipe a transfiguré la mère réellement impossible en mère interdite par le père dans l'ordre symbolique d'une structure ternaire. » C'est toi qui... Mais ça, moi, je contresigne tout de suite. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est du Lacan, si tu veux. C'est-à-dire, c'est l'idée que derrière ce que Freud construit comme mythe, et effectivement, il construit un mythe, et il ne faut pas non plus minimiser l'importance de ça, parce que ça, c'est aussi un fantasme de névrosé qu'on ressent dans les cures. J'en parlais ce matin avec Romain Ladjan, qui est un de mes collègues. C'est des choses qu'on voit dans les cures, des fantasmes comme ça. Même personnellement, moi j'avais rêvé plusieurs fois qu'on me coupait le sexe, ce genre de choses. Ouais. La castration a une réalité en tout cas fantasmatique. Ouais. Et dans la psychose, c'est pas fantasmatique. Voilà. Quand même, Non mais c'est pour ça que Lacan disait le mythe c'est la chair, la structure c'est l'os. C'est-à-dire que Lacan il dit c'est pas oui effectivement la question du mythe embrouille les choses. Moi je vais dire que c'est une question de structure. Effectivement ensuite il en viendra à dire que effectivement la mère est réellement impossible et que le fantasme qui consiste à dire non elle n'est pas impossible, elle est interdite. Ça sauve l'enfant et ça sauve son désir. Ça c'est du Lacan pour le coup.
Donc Oui, mais là j'ai ramené la figure de Lacan et mais moi, enfin, pas moi, mais ça m'empêchait. mais monsieur, t'as raison. Mais ce que dit Rank et la manière dont je tire le fil après lui, ça consiste à dire oui, la mer est évidemment interdite à travers une structure symbolique, Lévi-Straussienne, etc. Bon. Mais elle est d'abord impossible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti, on ne rentre pas, quoi. Et quand on fait régresser des gens, quand on voit effectivement des rêves sur... moi, je traite notamment le cas d'un monsieur qui s'appelle Roland, pour être un peu... présenter un cas, je présente un cas de manière extensive qui s'appelle Roland, qui est un ingénieur extrêmement brillant, qui a fait Chimie Paris, qui est sorti premier, etc. Et moi, quand je l'ai rencontré, il passait il bossait chez Ed l'épicier, c'est pas Ed l'épicier, c'est Lidl, enfin des deux. Oui, peu importe à la rigueur. Donc il bossait chez Ed l'épicier comme caissier. Bon, et donc je l'ai fait travailler, etc. Et à un certain moment de la cure, il a sorti des traces de rêves qui sont liés à la question de la naissance, qu'on le veuille ou non, avec deux types de rêves, des rêves que j'appelle des rêves de création, où effectivement il se souvient d'un certain milieu aqueux, donc de l'eau, sans être capable de distinguer le haut et le bas, avec des bruits sourds, etc. Donc il y a une vraie... Il y a un vrai, je ne sais pas si c'est des souvenirs, mais je dirais des traces d'un certain état fœtal. Et il y a un second type de rêve où il rêve clairement d'expulsion, avec le fait qu'il tombe, qu'il chute, etc. Et la mise en relation de ces deux rêves, je ne vais pas raconter la cure, a eu des effets indéniables, donc des effets de, je dirais pas de libération parce que je ne crois pas à la libération, mais des effets de soulagement, une capacité à faire avec son symptôme et à se réintégrer, à avoir une vie moins compliquée, etc. Oui, parce qu'il faut, pour qu'on avance un peu sur cette question, alors c'est des questions importantes, mais du coup tu débouches en fait sur un pessimisme thérapeutique assez important. Alors oui, alors juste avant de répondre à ça, parce que ouais. pour tirer le fil de ton interrogation, cette question d'être dans la mer et d'en sortir, on va peut-être pas faire la psychanalyse appliquée ce soir là, mais circule. Il me semble, je vais faire de manière très rapide, ça va choquer les gens qui sont férus de théologie, mais j'essaie de le montrer dans le livre, mais je pense que le récit du Jardin d'Éden et de la chute peut s'interpréter comme une rationalisation mythologique de cette difficulté, de cette question-là. Je pense que quand on lit, mais mot à mot, le récit sur le fait qu'Adam et Ève vivaient nus dans un jardin où ils étaient effectivement nourris naturellement et que finalement la chute survient au moment où le fruit est détaché de l'arbre, c'est la question du détachement qui déclenche la chute. On a oublié ça, c'est la question du détachement. Donc la question surdéterminée d'un fruit qu'on enlève de l'arbre nourricier, à partir de là survient la chute, la question du travail. Enfin, je pense qu'on peut lire cette histoire biblique. Lire ne veut pas dire épuiser le sens, je ne suis pas en train de réduire, je fais une interprétation. Mais on peut lire cette question-là comme un effet de cette question du rapport compliqué à l'intériorité maternelle et au traumatisme de la sortie. Alors sur la question thérapeutique, ben oui, là pour le coup je suis complètement freudien, je suis très pessimiste. Effectivement je m'inscris en faux contre, j'ai pas de sympathie, enfin je pense que c'est une fumisterie, pour le dire directement, les alliances entre la thérapie, la psychanalyse, non, la psychanalyse ne vise pas à guérir, d'ailleurs Freud le disait, elle peut guérir de surcroît, c'est son terme, et je pense qu'on peut soulager le patient, évidemment le désangoisser, faire circuler les cristallisations névrotiques, etc. Mais je pense, si ma thèse est juste, qui est que finalement, ce qui est structurant, c'est la perte de l'intériorité maternelle, eh bien, pour le dire directement, comme le dirait un écrivain comme Cioran, on ne guérit pas d'être né, quoi. Sinon par la mort. Hein, et je pense d'ailleurs qu'on peut comprendre aussi certains passages à l'acte suicidaire comme une volonté comme un désir de se réimmerger dans une sorte d'absolu ou de néantisation, en tout cas un désir de ne plus être séparé, de ne plus vivre comme individu palpitant séparé, comme l'était précisément le fœtus lorsqu'il était dans la mer. Donc effectivement, je pense que
Je suis pessimiste au sens de Freud, c'est-à-dire que simplement Freud, je termine, fondait son pessimisme thérapeutique sur la question du masochisme, hein, c'est-à-dire sur l'efficacité de la pulsion de mort. C'est ça sa grande thèse d'analyse terminale, etc. Et moi, enfin, modestement, moi, Rang ou d'autres, etc., sans nier ce phénomène-là, le voit du côté d'un réel qu'on ne peut pas modifier, qui est que simplement on est né et donc il y a une séparation originaire qu'on ne peut pas corriger. Tu sais, ça me fait penser, effectivement, en fait, la difficulté que j'ai avec ça, c'est que je me demande comment tu peux avoir accès à ça en dehors de ce que le sujet t'en rapporte. C'est-à-dire en dehors de ce que... et le sujet n'a pas accès à ça. Il a accès... ça, c'était ce que tu avais dit, ce cher Guy Troba. Il t'avait dit, effectivement, c'est des traces de réel. Mais ces traces de réel doivent être retraduites dans le symbolique. Et en fait, si tu veux, chez Lacan, pour ramener Lacan, il y a 2 naissances. Il y a une naissance qui est la naissance biologique, dont il se préoccupe très peu, en fait, et qu'il dit, je pense qu'il devait penser que le sujet ne pouvait pas en dire grand-chose, et la naissance au signifiant, c'est-à-dire que le sujet naît dans le langage, comme sujet. Et toi, tu rabats l'un sur l'autre, c'est-à-dire, comme tu dis, tu veux fonder matériellement, et d'ailleurs, je pense que, enfin, je ne sais pas si c'est écrit en tant que tel, mais est-ce que tu fais dériver la division du sujet, si tu veux, le fait que le sujet est un inconscient, du traumatisme de la naissance et de la séparation d'avec la mère? C'est compliqué à fonder empiriquement, mais je ne sais pas. Après, là, c'est une question, j'ai pas de... Oui, je pense que l'inconscient, c'est une hypothèse, donc là, je pense que l'inconscient naît au moment de la séparation. Je sais qu'il y a des psychanalystes qui vont dire que l'inconscient existe déjà dans la situation fétale. Même Françoise Dolto disait ça. Moi, je trouve ça compliqué. Je ne suis pas sûr que l'inconscient existe dans la situation fétale. Non. En tout cas, on parle de l'enfant avant qu'il naisse. Oui. Donc déjà, ça... mais qu'il est un inconscient est déterminé par un certain nombre de mots et de signifiants. Ouais. Mais pour revenir simplement à cette question de la thérapeutique, en fait, je suis beaucoup plus proche de Freud qu'on peut le penser, parce que quand Freud traite de cette question de la pulsion de mort, au sens où il dit la pulsion de mort, en fait, c'est ce qu'il appelle le désir de nirvana. C'est cette idée que finalement, l'individu désire, in fine, il y a une partie du sujet qui désire s'autodétruire. C'est ce qu'il appelle le principe de nirvana, de se fondre dans le néant. Il y a toute une discussion, notamment avec Romain Rolland, sur la notion de sentiment océanique. Ça. Donc, simplement, lui, il le tire du côté d'une pulsion de mort, entre guillemets, autonome, Freud, mais en même la visée dont parle Freud, qui est la question de l'extinction de soi, moi, je la reprends entièrement à mon compte. Simplement, pour moi, la question de l'extinction de soi, c'est pas l'extinction de soi en tant que telle, c'est l'extinction de soi en tant qu'être séparé de la mère. C'est ça que j'essaie de montrer. C'est juste, je trouve que c'est tout à fait juste, mais en revanche, est-ce que ça veut forcément dire que le sujet désire réintégrer désire retourner à l'origine? Parce que ça, effectivement, dans la clinique, on le voit très souvent, la clinique du passage à l'acte, on le voit très souvent. Tu disais ça très bien, de ne plus supporter d'être un être palpitant, seul. Effectivement, il y a un insupportable effectivement, de la séparation, ou pour plein d'autres choses. Mais pour prendre ce cas-là, est-ce que pour autant, c'est un désir de retour à l'origine? Oui, en tout cas, il y a une nostalgie. Voilà, parce que Rank, pour montrer la différence, Otto Rank dit qu'il y a un traumatisme à la naissance. Pour le dire schématiquement, il se place du point de vue de la sortie. Donc, il dit, voilà, une fois qu'on est, il y a un traumatisme. Ce qui est compliqué à fonder, puisqu'on ne va pas interroger sur un divan un fœtus qui vient de naître, enfin, c'est compliqué, donc c'est dur à démontrer. Moi, je prends la position rankienne, mais simplement je l'inverse, c'est-à-dire c'est pas la sortie, c'est le retour. C'est-à-dire ce que je dis simplement, c'est que des adultes, quand on les fait régresser, expriment une certaine nostalgie. Voilà ce que je dis. Après, il y a un débat qu'on pourrait avoir, que tu as pointé sur la question du langage, de l'importance du langage. Quelle place pour le langage dans la théorie que tu mets en place? Effectivement, tu as des mots, parce que quand tu manies la plume, tu vas, franchement, tu as des mots assez durs. Tu dis, alors là je te cite, tu dis, Lacan n'a fait que renforcer la tendance, donc c'était la tendance vers un certain idéalisme qui est
de l'autonomie du fonctionnement psychique, en fait. C'est ce que tu penses de Freud, et tu dis Lacan n'a fait que renforcer la tendance avec un jargon ésotérique qui fait la part belle au langage. Or, il faut le dire clairement, l'inconscient n'est ni structuré comme un langage, ni par le langage. Voilà. Bon, alors, tout est dit là. Alors, il y a deux choses. Quand j'essaie de développer une analyse théorique, je suis dur dans mes mots. Non mais j'ai besoin de ça, sinon j'avance pas et j'aime pas la... Autant je pense qu'il faut être très nuancé dans les argumentations, autant il faut bouger des épaules pour pointer, pour avancer. Enfin, voilà. Donc effectivement, je suis dur, mais pas gratuitement, parce que ça me permet d'avancer ma propre thèse. Ça, c'est un premier point, et je reconnais que dans le livre, j'ai une sémantique qui est un peu guerrière parfois, qui peut être irritante. Ça, je reconnais. Tu es un peu Nietzsche. Je le reconnais, oui. Tu fais un coup de marteau. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur la question du rapport à Lacan, supposer que ce soit un sujet intéressant. En fait, prenons un auteur comme Paul Laurent Assoun, par exemple, je souscris entièrement à sa thèse, il dit finalement, qu'est-ce qui définit la position lacanienne ou qu'est-ce qui définit une position freudienne? Et il dit la chose suivante, il dit, soit on considère que le langage est le vecteur ou le médium de l'inconscient, soit on considère qu'il est l'inconscient lui-même. Et je pense, et c'est ce qu'il dit, je partage son point, que la posture lacanienne est plutôt la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire visant à confondre au sens positif langage et inconscient. Finalement, le langage est le déploiement même de l'inconscient. Or, je pense que la position freudienne originelle, que je partage, le langage est un vecteur, c'est-à-dire que finalement, un patient va parler en analyse, les mots sont un outil, d'une certaine manière, pour faire sortir du ressenti, de la douleur, de la souffrance, des pleurs. Donc, le langage est un médium. Et c'est vrai que autant je me nourris beaucoup de Lacan dans mon discours, je suis absolument pas anti-lacanien, je trouve que des séminaires comme le livre 2, le livre 3, le discours de Rome, enfin, m'ont profondément nourri, autant il y a un certain format linguistique qui me semble, dans l'usage qu'on peut faire de Lacan, qui me semble relever de ce que j'appelle un idéalisme, c'est-à-dire qu'on perd la chair, quoi. On perd la chair, on perd la pulsion, on perd le corps, on perd la palpitation au profit d'une réflexion sur le langage lui-même. Et dans ce Lacan-là, ou dans cette lecture de Lacan, c'est pas que je la trouve nulle ou que je suis pas contre, c'est simplement, elle me fait pas bosser, quoi. Elle me met pas au travail, elle me sert à rien. Oui, effectivement. Alors après, la question du langage, moi, c'est pour ça que je nierais le fait que Lacan est idéaliste. On lui a souvent fait le reproche. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il fonde en fait ce que moi j'appellerais un matérialisme discursif. C'est-à-dire en fait, toute la théorie de Lacan, elle vise à montrer comment un être parlant, d'ailleurs à la fin, il finira par dire, il parlera plus de sujet, ni d'inconscient et tout ça, il parlera de par-l'être. C'est-à-dire du fait qu'un être humain qui parle et qui a intégré la structure du langage, voilà, dans son corps. Et que ça a des conséquences, effectivement. Donc, et ça a des conséquences, ça a des conséquences corporelles, les affects et tout ça. Donc voilà, non mais effectivement il y a un désaccord, parce que j'ai l'impression que du coup, ça fait déboucher la psychanalyse sur une version un peu nouvelle de la cathartique, tu vois, si tu présentes les choses ainsi. Alors oui. Que Freud a quand même rompu, il me semble, avec ce modèle. Oui, enfin, donc la catharsis, effectivement, était une aspiration du premier Freud, donc faire sortir des affects, mais je pense qu'il n'a jamais abandonné en tout cas, la manière dont des auteurs qui me tiennent à cœur, qui sont plutôt des gens comme Ferenczi, ont travaillé, ça me semble d'un esprit très freudien de faire sortir de l'affect à travers le langage, mais à travers le langage. Et ce que des gens comme... Bon, c'est l'un sans l'autre, ça me paraît compliqué quand même. Mais ce que des gens comme Laplanche et Pontalis appelaient l'abréaction. Oui. Donc le fait de faire sortir des affects. Et il me semble que... Et moi, c'est vrai que je suis plus sur ce versant-là. Langage-outil plutôt que langage-fondement. Voilà. Mais après, tu as raison, c'est pas une opposition... ni théorique ni pratique qui est polaire, mais
Mais- psychanalyse, ça reste quand même un échange de paroles. Absolument. Mais est-ce que l'inconscient existe hors de, comment dire, hors de sa verbalisation? Et son pensée sans le langage. Oui, c'est voilà, c'est C'est une grande une vraie question. question. Oui. C'est ça. On pense pas sans mots. Oui, mais on vit sans mots. Ah, ça, je sais pas. Je pense pas. Eh ben, il suffit d'être angoissé pour le savoir. L'angoisse est un ressenti qui saisit le corps. Ah oui. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est la question de la... Je suis sensible à ces questions-là parce que ça me semble pour le coup la vraie matière humaine. Et une fois de plus, pas par exclusion, je ne raisonne pas par exclusion par rapport au langage, mais je dis que moi, ce qui m'intéresse, c'est un sujet qui va mal, c'est un sujet qui souffre dans son corps, quoi. Un sujet qui est angoissé, congestionné, qui transpire, qui n'arrive pas à penser pour le coup. Bon, toute la clinique de l'hystérique. Voilà, moi, c'est mon matériau premier pour forer. C'est ça c'est la palpitation, ce qu'on appelle la palpitation du vivant. Je pense que c'est ça la matière première. Et en tout cas, c'est par là que je commence plutôt que par le discours. Mais après, les deux sont liés. L'angoisse saisit le corps tout de même. C'est-à-dire, oui, bah, l'angoisse n'est pas non plus sans mots, sans signifiant. Mais il y a autre chose aussi. Chez Lacan, il y a quand même un autre point qui est quand même assez important. C'est tout son développement sur l'objet petit a, sur la pulsion, justement, sur différents objets pulsionnels, sur la question du réel. C'est quand même des choses qui ramènent effectivement après son versant structuraliste quelque chose de la matière palpitante. Une fois de plus, je nie pas, je ne suis pas anti-lacanien, je ne compare pas Lacan et Jung. Non, mais Lacan, chez Jung, il y a un vrai idéalisme, il y a une désexualisation de la théorie analytique. Lacan, effectivement, donne toute sa place à la pulsion, à la sexualité, donc je ne suis pas en train d'en faire un Jung, mais je dis simplement que, après, c'est comment on entre en cure, comment on travaille avec un patient, et quel est finalement un point de méthode, comment on commence à travailler avec des patients. Voilà. Oui, est-ce que tu pourrais dire comment tu fais régresser? Qu'est-ce que ça veut dire faire régresser? Quand tu dis quand on les fait régresser, qu'est-ce que c'est? C'est une autre manière de parler de la dynamique de la cure, de faire en sorte qu'il y ait de la parole inconsciente qui s'exprime, ou du symptôme, c'est simplement une manière de parler du fait que dans une cure qui soit vraiment analytique, à un moment, la pensée résonante chute parfois au profit de notions, de symptômes, langagiers ou corporels. C'est ça, régresser, quoi. Et donc je dis que dans ce processus-là, qui évidemment, tu le sais bien, pas linéaire, il y a une espèce de truc en cascade qui est un peu déglingué, qui fait qu'on a accès à des trucs qui ne sont pas totalement ce qu'on pense. Et bien, parfois, quand on mène loin ce processus-là, il y a des trucs fœtaux qui ramènent leurs fraises. Ça, c'est bien par les mots. Ouais. C'est bien par les mots, entre les mots, ce qui glisse entre les mots. Comment faire autrement que par les mots? Mais bien sûr, je ne suis pas en désaccord avec ça. C'est pour ça qu'au fond, on peut se comprendre, parce que tu en arrives à des conséquences quand tu débouches sur, je veux bien, un pessimisme thérapeutique et tout ça, mais effectivement, comme disait Jeanne, ce qui compte, c'est ce qui ne peut pas se dire en analyse. C'est-à-dire, c'est précisément ce qui résiste à être dit. Et effectivement, il me semble que tu débouches à peu près sur la même chose quand tu dis que, effectivement, au fond du fond, c'est une question de pulsion. Alors moi, j'ai un peu de mal avec l'idée de... Alors à un moment donné, tu parles de pulsion pure. Moi, ça, j'ai du mal. De pulsion pure, de retour à l'état fœtal. Ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'arrive pas à saisir. Non, mais après, je pense que c'est un débat qui nous mènerait loin, qui est la question du rapport à la biologie. C'est-à-dire que... Oui, mais voilà, précisément. Alors, c'est précisément sur ça. Je pense que du coup, on est obligé d'aller chercher le discours biologique. Parce qu'au fond, c'est ça qui me... Voilà, précisément sur cette question-là. Mais c'est pour ça que du point de vue de l'explication, moi, je m'arrête en chemin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pointé le fait qu'il y a cette nostalgie, je ne
je le pointe, mais je ne l'explique pas. Enfin, je laisse à des biologistes, je laisse même à des gens qui ont fait... Il y a des réflexions comme ça, notamment en obstétrique, sur la question, effectivement. Il y a plein de réflexions passionnantes sur les effets de l'accouchement sans douleur, de la césarienne, des effets sociaux. Enfin, il y a un champ de réflexion qui se fait. Simplement, ce n'est pas mon champ. Mais moi, je fais que pointer ça. Après, savoir exactement ce qui se joue, ou cette manière dont... savoir si la manière dont un sujet sort de sa mère peut être modifiée par des conditions extérieures, des différents types de manipulation. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais je suis pas, c'est pas mon domaine de spécialité. Moi, je fais que pointer le fait qu'il y a un point ultime qui est cette question d'une nostalgie du paradigme matriciel, qui se situe en deçà de l'Oedipe, bien évidemment, et qui positionne de fait, pour récapituler ma thèse, le père en position pas aussi structurante que ça, mais plutôt en objet superstructurel ou secondaire. Donc on peut dépasser le père. Ça l'idée. On peut dépasser la question du père. Disons qu'elle intervient en second niveau. En second niveau. C'est-à-dire que, pour le dire encore plus directement, quand Freud dit l'objet d'amour premier est le père, je pense que c'est aberrant de dire ça. Et je pense que c'est pas une thèse qui est originelle à moi. Je pense que toute l'école anglaise, kleinienne, Bowlby, Winnicott ont pointé le problème de ce que Bowlby appelle le problème de l'attachement. Attachement-séparation, cette dialectique-là. Qu'est-ce qu'on fait en restant en parole? Qui veut prendre la parole? Non, mais je crois que je vais parler assez fort. Enfin, parce que Lacan, c'est quand même pas sans le corps. C'est ça qui est étonnant d'entendre. Parce que le corps souffrant, Lacan en connaissait un bout. C'est le corps mordu par le signifiant. Mais il y a du corps chez Lacan quand même. Et une fois de plus, moi je m'en fous de Lacan. Enfin, non mais ce que je veux dire, c'est que non, mais je veux dire par là, mon problème n'est pas de me positionner par rapport à Lacan. C'est le problème de certains ou de certaines, mais pas mon problème. Non mais c'est la psychanalyse quand même, Lacan. C'est une psychanalyse, c'est une théorie psychanalytique, oui, bien sûr. Mais on n'est pas obligé on peut se positionner par rapport à Bowlby, on pourrait parler de Winnicott, on pourrait parler il y a plein d'autres auteurs. Donc mon problème n'est pas de savoir si j'ai bien lu Lacan ou si Lacan est un problème ou comment j'articule ma théorie. C'est pas mon sujet. Par contre, pour te répondre, donc c'est une question qui m'intéresse pas dans le fond. C'est-à-dire si je suis lacanien ou pas, ça m'intéresse pas. Moi, je travaille avec des outils de la psychanalyse. J'en prends chez Lacan. Et il y en a d'autres que je ne prends pas. Et notamment, puisque tu veux rentrer dans cette question-là, une fois, Lacan, c'est comme Freud, ce sont des grands auteurs, donc il y a tout dedans. Une fois de plus, quand on fait le solde de Lacan, il y a quand même une valorisation de la question du langage, qui est relativement inédite en psychanalyse. Et si ce solde, qui pas moi qui le dis, qui est ce que dit Assoun, qui est une évidence, c'est la question de l'inconscient structuré comme un langage. Bon. Il y a cette question d'un balancier entre est-ce que la parole charrie des motions inconscientes ou des affects, ou est-ce qu'on peut travailler sur le langage lui-même? Et ma lecture du dernier Lacan, on parle souvent d'un air un peu ésotérique du dernier Lacan, etc., qui est très dur à comprendre, effectivement. Il y a un travail sur le jeu de langage, sur le langage lui-même, et sur les trous du langage, sur les trous entre les signifiants, sur l'architecture même du langage. Et moi, ça, c'est quelque chose qui ne me parle pas, parce que je pense que je n'ai pas envie de travailler sur le langage lui-même, je pense que le langage est un médium. Voilà. Mais je laisse à d'autres le soin de travailler sur le langage lui-même. Pour parler de Winnicott, alors. Bien sûr. Et pour le mettre en balance avec Roland, qui rêve, qui rapporte des rêves, hein, d'humidité, et puis ensuite de chute, etc. Ou Winnicott qui, pour résumer très rapidement ma non vaste connaissance de Winnicott, idéalise un peu la figure maternelle, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas là, par le fait que c'est un fait de discours, déjà une reconstruction, surtout par rapport à ce patient, déjà une reconstruction donc signifiante, langagière, de ce que toi tu proposes comme théorie, c'est-à-dire de désir de régression. Est-ce que c'est pas déjà un peu un délire de Roland, un délire dans le sens non péjoratif du terme, et non pas une théorie finalement analytique? C'est un peu ça ma question. Alors sur la question de Winnicott, alors Winnicott, donc c'est un psychanalyste anglais
qui a beaucoup travaillé sur la question de l'enfance. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un d'important, sur lequel d'ailleurs Lacan a beaucoup travaillé. Donc c'est quelqu'un qui est important parce qu'effectivement, toute cette question de l'attachement, de la dépendance première à la mère, de finalement faire sortir un peu, mettre un peu le père dans les coulisses, essayer de travailler sur qu'est-ce qui se passe entre le nourrisson et sa mère. Il a travaillé là-dessus, il a osé, donc c'est formidable. Après, moi, il y a des points sur lesquels je suis en désaccord avec Winnicott. Le premier point, c'est qu'il travaille que sur ce qu'on appelle la période du postpartum ou postpartum. C'est-à-dire, finalement, une fois que l'enfant grandit, c'est-à-dire il ne travaille pas sur le moment premier de séparation, contrairement à des gens comme Rand. Donc il travaille tard, d'une certaine manière, dans la vie du nourrisson. Donc ça, c'est un premier point qui me semble aveugle par rapport à ce que j'ai envie de montrer. Et le deuxième point, c'est qu'il a une vision éducative, tout de même. C'est-à-dire qu'il a cette idée, il parle de mère suffisamment bonne. Il a quand même l'idée que finalement, il a introduit la problématique du care, du soin. Que finalement, quand on prend soin de l'enfant, ça va aller mieux pour l'enfant. Donc il a une visée pédagogique tout de même. Une fois de plus, il ne s'agit pas de le contester là-dessus. Et ce que je dis simplement, c'est que je vais radicaliser exprès pour prêter la polémique, mais je dirais une fois que le sujet est né, les jeux sont déjà faits. C'est-à-dire que la question du soin, elle est importante, mais elle ne guérit pas du traumatisme premier. Et ça, c'est un point que Winnicott ne travaille pas. Et ce traumatisme premier comme plutôt un délire reconstruit ou un mythe reconstruit du sujet, plutôt comme un... Et après, on pourrait dire ça. Après, c'est la question de la scientificité des interprétations psychanalytiques. Non, mais on pourrait dire, effectivement, bon, déjà, la question, c'est la question de l'administration de la preuve. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, restituer une nostalgie de la mère dans un certain nombre de cas, est-ce que ça fait preuve ou est-ce que c'est au contraire entériner un délire de patient? Bon, moi je pense que, déjà je ne suis pas le premier analyste à avoir vu ces choses-là, je pense qu'il y a un certain nombre de cas, quand on compare, on voit des choses communes, donc je pense qu'il y a une certaine véracité ou plausibilité à ça. Et après, c'est là où je rejoins quand même la question, c'est la question toujours de la preuve en psychanalyse. Est-ce que dire que la castration est opérante chez un sujet, ou quand on dit qu'on va couper le zizi, etc., et qu'on a vécu ça en rêve, est-ce que c'est une preuve ou est-ce que c'est... C'est une preuve que ça est. Voilà. C'est là en tant que rêve. Donc je pense que cette difficulté de l'interprétation et de fonder une théorie qui soit autonome par rapport à un délire du sujet est une question qui me touche, mais pas plus que d'autres interprétations psychanalytiques. Voilà. Moi je m'adresse, on peut parler un peu plus fort, je ne sais pas si on m'entend, mais enfin, je m'adresse à toi, moi non pas du tout, en tant que spécialiste, en tant que psychanalyste, en tant que langage, mais sur le langage je peux parler, mais pour moi, tout ce qui est psy, déjà, me fait une réaction tout à fait à l'envers de ta tête, comme tu le sais, et j'ai écouté dire tout ce que tu disais avec passion. J'aime énormément l'idée de la régression de l'enfant sortant du ventre de la mère. Je crois que c'est un capital, parce que je crois que justement la mère est effectivement, pour moi, un élément de départ magistral. Maintenant, on arrive au langage. Alors moi, ma question est, à partir de Camus, penser, c'est commencer d'être miné. Donc on revient au fait de ce que tu disais. Si tu penses, si tu es un être à peu près doué d'intelligence, il est vrai que si tu penses à l'heure actuelle, tu ne vas pas forcément vers l'optimisme, disons, admettons. Bon, alors, ma thérapie à moi, ma question est celle-ci, c'est que comme tu sais, je suis dans un milieu d'artiste, donc art-thérapie, art par le langage écrit, et qu'il se trouve que notamment parmi beaucoup de poètes, je crois que ils n'ont pas, à la limite, la psychanalyse ferait l'effet, pas forcément de cantonner, d'ailleurs j'en sais rien, peut-être que je connais beaucoup de poètes, mais moi je connais très très peu, en tout cas autour de moi, il y en a eu, il y a eu des écrivains naturellement, on le sait, de grands écrivains, mais je parle des poètes, qui jouent sur les mots. Alors ce jeu de mots, donc, si tu penses par exemple à Rousseau, il se fait totalement sa psychanalyse tout seul. Alors voilà ma question, devenez poète. Après l'interrogation, je le trouvais. C'est ma question. Non, mais c'est pas vraiment une question. Puis d'ailleurs, j'en profite, je suis ravi que Claudine Elf, ici présente, est une des plus grandes poétesses
française actuellement. Donc, je suis très honoré de sa présence. Bon, je ne vais pas m'exprimer sur le langage lui-même, parce que tu maîtrises mieux les mots que moi, mais il me semble, mais là je ne parle pas du tout, je sors de mon livre, hein, je ne parle pas du tout en tant que spécialiste, juste en tant que lecteur, que un travail de la poésie, c'est justement évidemment travailler les mots, de les briser, de travailler sur les interstices, de ce qui pointe, enfin, c'est pas un travail uniquement sur le langage, enfin sur le signifiant, mais c'est de casser les mots, de voir les blancs du discours, enfin, donc c'est justement cette... comment dire, cette interdépendance entre le signifiant et autre chose, qu'on pourrait appeler le réel. Si vous, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire un livre de graphologie, puisque j'ai fait 12-13 ans d'études de graphologie, qui m'ont quand même permis de connaître toute petite base de psy, parce que vraiment minuscule, mais je devais te connaître naturellement. Or, il se trouve que, si tu, Jean-Claude Renard, qui est un des qui est maintenant un peu oublié malheureusement, parce qu'il fut un poète fabuleux, il a écrit quelque chose d'extraordinaire justement là-dessus. Il a écrit notamment que par exemple il ne pouvait absolument pas composer quelque chose, parce que là justement ça se rejoint avec ta théorie, parce que s'il n'écrivait pas, son corps ne pouvait pas traduire ce qu'il ressentait. Donc, je trouve que le Ça, c'est lien... très lacanien. Qui est le... Jean-Claude Renard, qui était un poète vraiment sublime. Enfin, pour moi, très, très bon, qu'on a traité déjà de poète catholique, il n'était pas poète catholique, tout ça. Il était, et le jour, je le dis, Jean-Claude, je te reçois non plus comme un poète catholique, si tu veux bien, mais comme un poète de Dieu. Et à la fin de sa vie, c'est... Voilà. Bon. Et en fait, c'était ça. C'était un poète sensationnel, et il a écrit ça. Là, il a vraiment écrit. Enfin, je voulais simplement poser la question par rapport justement à l'écriture. Mais justement, là, ça me permet de encore parler de Lacan. Mais pour le coup, Lacan, alors je ne sais plus en quelle année, mais un de ses derniers séminaires, il est consacré à Joyce, écrivain finlandais. Et toute cette année, il va essayer de montrer comment Joyce, par la pratique de l'écrit, notamment une pratique de l'écrit assez hors sens, quoi, voilà, a pu se passer de psychanalyse, précisément. C'est par des surréalistes. C'est ça. C'est ma question. Moi j'ai une question, je ne suis pas du tout spécialisée en psychanalyse, mais j'aime beaucoup ta théorie. Juste une question, est-ce que tu penses que en fait, la séparation de l'enfant avec la mère à la naissance est la cause de toutes les névroses et est-ce que tu dis qu'on ne peut pas en guérir puisque voilà, c'est irréversible, mais est-ce que déjà le fait d'en prendre conscience, donc d'avoir une certaine acceptation de ça, ne permet pas d'atténuer en tout cas la souffrance causée par cette séparation? Et est-ce que le fait d'avoir des enfants à son tour, ou d'être quand on est mère, ne permet pas d'en guérir, puisqu'on est à nouveau fusionnel avec son enfant, et que c'est quand il part de la maison qu'on souffre, puisque là on est vraiment séparé physiquement de lui. Donc voilà, ça fait deux questions un peu en une, mais ça m'interpelle. Ah, c'est des questions énormes. Merci. Non, Après, c'est donc ta première question, c'est l'ambition théorique en fait, c'est-à-dire est-ce que j'ai la prétention que ma théorie fonctionne de tout temps, dans tout lieu, pour tout sujet? Non. Je pense que c'est une théorie qui est fondée. Et moi, je suis sociologue de formation, donc en fait, sociologue qualitativiste, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de raisonner par monographie, donc par cas qu'on croise, et ce croisement permet une certaine montée en généralité qui est fondée sur des cas. Mais après, cette montée en généralité, elle est liée à des cas. Donc c'est une montée, je considère ma théorie est une montée en généralité. Voilà, donc une théorie à moyenne portée, comme disent les sociologues, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis pas, il y a des anthropologues freudiens de la première génération que j'aime bien, parce qu'ils justement ils avaient la niaque, quoi, ils avaient l'ambition. Je pense à des gens comme Geza Roheim, par exemple, qui faisait fonctionner le complexe d'Oedipe en Papouasie, enfin sur tout le monde. Donc c'est stimulant, mais moi j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'elle est plausible parce qu'elle est fondée sur certains cas qui sont les miens et d'autres. Sur la question de la réparation ou de la compensation, en fait, ce qu'on peut observer en cure, c'est que
le sujet peut chercher à compenser cette perte de la mère par ce que j'appelle un collage halluciné à l'analyste. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments, et chaque analyste les a connus, où finalement le sujet est tellement enferré dans le transfert qu'il y a une fusion hallucinée qui fait collage, quoi, qui fait collage du psychique, hein, du sujet à son analyste. Et en ce sens, dans ces cas-là, je ne généralise pas, l'analyse peut fonctionner comme réparation relative parce que justement se rejoue cette question du collage. Mais c'est un collage qui est bien précaire et bien temporaire, puisque l'analyste ne remplace pas la mère et les séances sont entrecoupées. Donc la question d'un retour à un réel du sujet séparé fait retour. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait compensation, mais je veux dire, Freud disait qu'effectivement, la question de la castration pouvait être compensée chez une femme par le fait d'avoir un enfant. Mais moi, pour moi, ça fait partie des trucs qui me stimulent pas. En fait, je ne sais pas quoi faire de ça. Question là-bas. Monsieur d'abord. Merci. Déjà, je vous remercie pour cet ouvrage qui est très intéressant. Et comme il se trouve que je travaille sur la question, donc je vais vous poser une question qui est uniquement d'ordre théorique. C'est par rapport à la représentation topique de l'appareil psychique, où Freud définit dans l'interprétation des rêves les 3 formes de régression. Et on est censé pouvoir définir la régression qu'on observe dans la clinique à partir de cette définition, sauf si on en crée une nouvelle. Or, par rapport à ce que vous expliquez d'une régression qui ramènerait à quelque chose qui se rapproche du vécu intra-utérin, ou du moins qui se rapproche à un vécu immédiatement après la séparation première avec la mère, donc la séparation ombilicale. Je ne sais pas si vous serez d'accord qu'on n'est plus dans la représentation ni de la première topique ni de la deuxième topique, parce qu'on parle d'une expérience. Est-ce que cette expérience est même inconsciente, puisque dans l'inconscient, il y a des représentations de mots et de représentations de choses. Ça se trouve où? Est-ce que vous aménagez une autre topique, comme le fait par exemple Pierre Aulanier, une topique de l'originaire? En fait, comment vous arrivez à l'expliquer théoriquement en tenant compte justement C'est une bonne question. Je travaille sur la question, c'est pour ça. Non, c'est une bonne question. J'ai pas ressenti, je peux répondre de manière un peu pragmatique, j'ai pas ressenti le besoin et j'ai pas la prétention à fonder une nouvelle topique en repérant ce désir de régression intra-utérine. C'est-à-dire pour moi, donc je prends un peu de recul, on appelle topique chez Freud les théories de l'appareil psychique. Il y a une première topique où il divisait entre conscient, préconscient et inconscient. Et dans les années 20, il a fondé une deuxième topique au sens de topos, de lieu, il y aurait des lieux psychiques dans la tête, où il distingue le moi, le surmoi et le ça. Et la particularité de cette deuxième topique, c'est que le moi, alors que dans la première topique, il le considérait comme le lieu de la pensée résonante, le lieu important, il dit que le moi est largement inconscient. Pour le dire différemment, le ça, c'est le lieu des pulsions, le réservoir de pulsions. Le surmoi, qui sont la question des interdits, sont aussi largement inconscients. Et dans le moi, la pensée ou la raison sont minimes. C'est-à-dire que grosso modo, la deuxième topique sert à Freud à dire finalement quasiment tout l'appareil psychique est inconscient. C'est ça qu'on appelle les 2 topiques chez Freud. Et moi, la deuxième topique me va très bien. La deuxième topique me va très bien. Il y a un réservoir de pulsions, il y a des désirs fondamentaux, il y a un soubassement instinctuel quand même qui joue et que Freud reconnaît quand même. Et puis il y a de la percée. On rejoint la première topique, parce que les 2 topiques freudiennes ne sont pas exclusives, elles ne se substituent pas entièrement. Hein. Freud n'a jamais remplacé la première topique par la deuxième, c'est une articulation. Et donc voilà, il y a des choses, il y a une vision architecturale de la psyché, d'une certaine manière, chez Freud, qui fait qu'il y a des choses profondes qui émergent. Et moi, cette vision-là, d'architecture, avec des niveaux de profondeur, me va bien. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'en construire une autre, en fait. Tu as une vision tragique des choses, un peu comme Freud. Freud avait une vision tragique de l'être humain.
Moi, je vais te dire, est-ce que tu serais d'accord si je te propose cette formule? Je te dirais, on ne guérit pas du désir. Parce qu'au fond, c'est ça la question. Alors, peu importe qu'on assigne tel ou tel objet au désir, toi, tu dis, au fond, ce qui anime l'être humain, c'est une théorie qui même dépasse la psychanalyse, qui est une théorie qui pourrait être philosophique, sans assigner forcément un objet à ce désir, dire qu'en fait on ne guérit pas du désir, que l'être humain est manquant, qu'il manque, et que effectivement ça c'est un drame, et qu'il en souffre, mais qu'en même temps c'est son moteur. Oui, c'est une formule qui me va bien. Simplement, on ne guérit pas du désir, il y a la question du manque, mais ce que j'essaie de faire, c'est de... Peu importe où tu le situes, Lacan disait on manque parce qu'on parle. Voilà, mais apparemment, il faut, si on veut pousser les choses, il faut dire on manque de quoi, c'est quoi le manque, c'est quoi le désir. Voilà. Le désir. Donc c'est là où effectivement j'essaie de spécifier ça, mais sur la proposition générale, je serais plutôt en accord. Il y a des philosophies de la guérison du désir. Même. Absolument. Le bouddhisme, par exemple. Le bouddhisme. Absolument. Que Freud appelait les philosophies de la mortification. Puisqu'effectivement, une fois que, comme dans le bouddhisme, effectivement, on essaie de tuer le moi, effectivement, la mortification, elle est salvatrice. C'est un narcotique puissant. La religion, d'ailleurs. Ouais. L'amour aussi, oui. Ou les causes. Ou les causes. Ça dépend, c'est un peu, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est la rencontre avec l'infini, en fait. Quand on dit le désir, alors est-ce que l'infini, on retourne vers soi, ou bien est-ce qu'on le sublime dans autre chose? Bon, ça c'était la parenthèse par rapport à ce que vous disiez. Alors la question, tu as parlé de la chute d'Adam et Ève, et Adam et Ève n'avaient pas de parents. N'avaient pas de parents. Oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas de la question du masculin et du féminin, et non pas la question du père et de la mère? Voilà. Premier J'avais voulu te poser la question, tu te souviens de cette question du maternel et du féminin, est-ce que tu faisais la différence? Voilà, et alors, deuxième point, pour reprendre cette référence biblique, à chaque fois qu'on parle de l'enfant, on parle du sevrage. Et dans le chapitre de la Bible, et d'ailleurs quand on dit « abandonne ton père et ta mère », les parents n'existent pas encore, puisqu'il s'adresse à Adam et Ève. Ensuite, il y a la question du sevrage, puisqu'il y a une fête pour le sevrage, par rapport à la séparation de la mère et de l'enfant. Mais toi, tu parles toujours de la séparation de l'enfant et de la mère. Mais tu ne parles pas de la séparation du point de vue de la mère. Alors voilà. Ouais, merci. Les remarques. C'est pour ça, alors j'embraye sur ta deuxième question, c'est vrai que ce que j'ai dit au début, c'est que je ne fais pas, et tu m'avais posé la question, je ne fais pas une théorie sur la mère ou sur le féminin. Je me place du point de vue de l'enfant, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, et là, Lacan, pour le coup, a beaucoup travaillé ces questions-là, de qu'est-ce que signifie l'enfant phallus, enfin, bon, la question de la femme derrière la mère. Voilà, mais moi, c'est pas ma psychanalyse, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas mon angle. Je travaille pas sur la mère ou le féminin, je travaille sur l'enfant désirant la mère. Mais c'est pas mon point. Sur la question biblique, tu as raison, évidemment, Adam et Ève n'avaient pas de parents. Cela étant, ils ont été créés, et le Jardin d'Éden est quand même un milieu, foisonnant. Et puisque, pour aller sur cette question-là, il est quand même formidable de lire dans le récit biblique que c'est Ève qui est produite par Adam. L'épisode de la côte, qui me semble précisément une magnifique inversion. C'est-à-dire que dire que finalement c'est Adam, que c'est Adam qui sort d'Ève, c'est une manière absolument magnifique de nier l'origine féminine du sujet, puisque précisément le sujet souffre de cette origine perdue. Donc ça me semble, c'est une des fonctions, me semble-t-il, de la religion ou du mythe, qui est effectivement de rationaliser sur un mode compensatoire l'origine perdue en faisant dévier la femme de l'homme. Non. Alors, pour précisément le Adam, alors pour
par rapport à la théorie freudienne, c'est que le Adam est bisexuel. Il représente à la fois le masculin et le féminin. Donc, c'est pas la femme qui sort de l'homme, c'est à partir de cette bisexualité originelle, masculin-féminin, que sort la femme. Alors pourquoi pas l'inverse? Parce qu'il n'y a pas de supériorité et d'infériorité, ça ne se situe pas comme ça. À chaque fois, il y a une espèce de balancement dans les deux sens, par rapport au masculin et au féminin. Mais au départ, c'est la bisexualité dont parle Freud. L'androgynie. Oui. Parce que bisexuel, Non, c'est pas tout à fait l'androgynie. C'est pas tout à fait la. Oui, non, mais c'est pas tout à fait l'androgynie, justement. Non, mais il y a à la fois homme et femme. Mais quand on dit bisexuel en oui, français, non, d'accord. actuellement, ça veut dire à la fois homosexuel et hétérosexuel. Donc c'est pour moi extrêmement ambigu ce que vous dites. Non, exact. Voilà. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur les Alors, débats d'exégèse, mais... Oui, mais quant au sevrage, je pense souvent quand j'écoute voilà, un discours psychanalytique que finalement l'allaitement n'existe pas. C'est un sujet qui est entre parenthèses, mais déjà dans l'œuvre de Freud, il y a très très peu de mots. Pas beaucoup, pas beaucoup. Il y a des pages extraordinaires sur la sexualité infantile avec l'enfant qui tète sa mère et qui est l'origine, si vous voulez, de... Non, mais dans le côté, comment dire, dans le côté intermédiaire, c'est-à-dire la séparation. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de séparation, c'était est-ce que l'enfant se sépare de la mère ou est-ce que la mère se sépare de l'enfant? Or, finalement, on est beaucoup plus dans le pronominal, c'est-à-dire que l'enfant et la mère se séparent. La diade qu'ils formaient au moment de l'allaitement n'existe plus au moment du sevrage. Voilà. Une remarque. J'ai du mal avec cette question de la diade. J'aimerais revenir sur la question que j'avais posée tout à l'heure. Pourquoi? C'est parce que, supposons que l'enfant il sort du ventre de sa maman, on lui coupe son cordon ombilical. Donc, pour qu'il puisse y avoir régression à cette étape-là de sa vie, faut-il que d'une manière ou d'une autre, ça soit engrammé quelque part, ça soit enregistré? C'est la question de la mémoire. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. D'une manière ou d'une autre, soit en tant que oui. ça agit à travers des représentations, etc. Donc, ça doit forcément se situer quelque part, cette mémoire traumatique. Dans la première topique, pour revenir encore à cette question de topique, Freud le situe dans l'inconscient, mais l'inconscient qui est formé par un premier refoulement, le refoulement originaire, et qui fait que du coup ce genre d'expérience est déjà hors inconscient. Dans la deuxième topique, le moi, le ça, le surmoi, je ne vois pas trop comment situer justement cette expérience, y compris les représentations de cette expérience, parce que je peux comprendre que quelque chose qui est hors langage puisse être amené dans le langage. Supposons que l'enfant a vécu une expérience et par un effet d'après-coup, ça pose encore la question où se situe cette expérience, comment c'est représenté. Psychiquement, ça se trouve où? Donc c'est la question topique. Oui, bon, je vais pas vous répondre pied à pied parce que je n'ai pas la réponse, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, sur cette question du comment ça se transmet et en même temps, ça ne peut pas se transmettre par le langage, puisque c'est en deçà du langage. Ça me fait penser à la critique sartrienne de la psychanalyse. Dans Critique de la raison dialectique, Sartre dit finalement la psychanalyse ne vaut rien parce que elle part du langage conscient, elle travaille à partir du langage et du conscient pour traquer quelque chose qui est fondamentalement hétéronome par rapport au champ de la conscience. Donc il y a une erreur logique dans la démarche psychanalytique. C'est ça le point de vue de Sartre. Il y a un point tout de même, après on pourra peut-être s'arrêter, prendre un coup de champagne, mais je dis simplement à la fin, peut-être juste pour ouvrir sur la polémique, parce que ça fait toujours du bien, et c'est intéressant.
il y a des conséquences sociétales, on peut dire ça comme ça, puisque le terme est à la mode de ce que je dis. Ça ouvre sur des champs, je pense notamment sur la question... Puisque, in fine, ce que je dis, contrairement à une certaine doxa freudienne, c'est que la sexuation n'est pas aussi importante que l'a pointé Freud. Le rapport du je me positionne, je construis ma sexualité par rapport à mon père et à ma mère, etc. Ce genre de choses est moins importante que le problème même de l'extraction du nourrisson par rapport à sa mère. Donc du coup, ça pose des questions par rapport au débat sur la question de l'homosexualité, par exemple, puisque dans le champ social, la question de l'homosexualité s'organise en mode on a besoin d'un référent, papa, maman, etc., pour se structurer, alors que moi je dis que finalement ces choses-là ne sont pas aussi structurantes que l'affirme un certain usage de la psychanalyse dans le champ public, notamment sur la question de l'homosexualité. Et il y a un deuxième point qui est quand même la question de la GPA. Puisque un des points de la thèse consiste à dire que finalement, tout sujet qui est né souffre de cette sortie hors du ventre maternel, quel que soit le ventre d'où il vient. On n'échappe pas à la question, un sujet n'échappe pas à la question de la naissance. C'est intéressant, c'est par rapport à ce que vous dites, par rapport au retour, au désir donc cette question-là, elle est également posée. Et je renvoie également comme mode de réflexion, une fois de plus, ce n'est pas des questions d'adhésion, de point de vue, j'ouvre sur j'essaie de pointer des conséquences sociétales sur la question de l'homosexualité, la question de la GPA. Et il y a aussi des réflexions qui se mènent actuellement, notamment par Henri Atlan, sur la question de l'utérus artificiel. Parce qu'il y a toute une réflexion qui consiste à dire finalement, Monsieur Mühlmann, si on aménageait mieux la question de la sortie moins traumatisante du sujet hors de l'utérus, qui est une séparation moins violente, eh bien, est-ce que finalement le sujet ne s'en sortirait pas mieux? Il y a effectivement des réflexions de généticiens. Non, mais il ouvre, c'est son livre, le titre de son livre, l'utérus artificiel. C'est-à-dire que quelles peuvent être les conséquences pour le sujet d'un utérus artificiel qui accommoderait mieux le sujet dans l'utérus au moment de sa sortie? Juste pour fermer la parenthèse. C'est des sujets de réflexion que je lance. Henri Atlan, la thèse de son livre, parce que moi ça me passionne cette question-là, c'est plutôt pour lever le voile sur un grand mystère à la fois maternel et féminin, qui est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une femme pendant la gestation. Donc c'est plutôt ça la théorie d'Atlan. Bon, c'est juste pour fermer la parenthèse. Oui, mais c'est une très bonne question, parce que c'est quoi l'origine? Là, on fait comme si on savait ce que c'était. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'origine. L'origine, c'est pas moi, je suis pas sûr que ça soit le fœtus dans le corps de sa mère. L'origine d'un être humain, c'est le désir entre, on peut l'espérer, c'est le désir entre deux sujets. Enfin, tu vois, c'est la question de l'origine. Le truc, c'est que tu peux tomber dans une régression infinie, en fait, si tu la poses comme non. ça. On l'a vu d'ailleurs dans les discussions sur l'IVG. Non, on ne peut pas. Insituable l'origine. Oui. Non. Là, il faut être un peu matérialiste, c'est-à-dire que le sujet, il naît, quoi. Il vient, il est un embryon, il y a une origine réelle au sujet. Est-ce qu'il est un sujet quand il naît? Il y a un sujet, il y a un corps qui qui n'existait pas, il y a un corps qui grossit dans le ventre de la mère, et il y a un sujet qui sort. Donc le point ultime de la régression, il est quand même de voir si on peut investiguer ce point où l'enfant naît à l'état fœtal. À moins de supposer, certains psychanalystes l'ont fait, mais moi je suis matérialiste, des gens comme Viktor Frankl, qui par ailleurs est un très très grand psychiatre pour d'autres raisons, ou Wilfried Dain, qui ont supposé l'existence de Dieu dans l'inconscient, pour le dire vite. Et effectivement, du coup, ça amène à une régression qui est plus loin que ce qu'on appelle l'ontogénèse, c'est-à-dire la vie propre du sujet, qui est de dire finalement, au-delà même de la vie du sujet, même fœtus, il y a la question divine derrière. Mais bon, moi, c'est des choses que j'arrive pas à travailler, donc je m'arrête à la naissance même du sujet. Une toute dernière question. Je sais que, d'après vous, qu'est-ce qui fait trauma? Est-ce que c'est le fait de naître ou c'est une lecture en après-coup qui permet de faire de cet événement un événement traumatique? La question de la mémoire se pose encore, parce qu'il faut-il bien que ça puisse être enregistré quelque part pour qu'une relecture en après-coup puisse être possible. Mais est-ce que vous pensez que le seul fait de naître est traumatique en soi? C'est une très bonne question, ça. On s'était posé la question d'ailleurs avec Patrice, je ne sais pas si tu te souviens.
suis pas. C'est pour ça que j'avais précisé mon rapport différent à Rank. Rank se place du point de vue de la sortie, c'est-à-dire qu'il dit c'est la sortie du ventre qui est traumatisante. Et il dit, c'est assez convaincant, et beaucoup de gens en recherche obstétrique ont dit les mêmes choses. La question, enfin, il faut voir que c'est pas un délire psychanalytique. Toutes les questions de l'accouchement dans les piscines, les machins, etc. Toutes ces choses-là qui sont des champs entiers de recherche et de réalité, l'accouchement sans douleur, l'accouchement d'une piscine, viennent de ces problématiques-là. On n'est pas dans un délire de quelques psychanalystes. Il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que ça signifie un accouchement qui soit moins violent pour un enfant. La question de la lumière, la question du bruit, la question des changements de température, c'est des choses qui ont été travaillées. Mais Rank se positionne là. Moi, je ne me positionne pas là. Moi, je fais le constat que lorsqu'on fait régresser un sujet, il y a des traces d'une nostalgie du paradigme matriciel. Je n'ai pas de thèse sur est-ce que c'est le moment de coupure qui fait traumatisme. Je constate. C'est aussi angoissé le rapport à la mère. Parce que c'est l'impression qu'il y a aussi cette. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, juste le fait le désir de retour à la vie intra-utérine. Enfin, moi, ce que je peux constater dans la clinique, quand même, et notamment dans la clinique de la névrose, mais aussi de la psycho, c'est que le retour au paradigme matriciel est aussi très angoissant. C'est pas qu'un désir comme ça de nostalgie où il y a quelque chose. Et je pense que la clinique montre sa complexité aussi, où il n'y a pas quelque chose d'idéal à vouloir retrouver le sein maternel. Oui, mais ça, c'est vous retrouvez une thèse rankienne classique qui est qu'à la fois on désire et en même temps on se heurte au traumatisme à la naissance. Se rapprocher de la mère, régresser avec cette envie, c'est en même temps se heurter à ce qui l'a fait sortir. Ce qui a fait sortir le sujet du ventre de la mère. Donc chez Rank, il y a cette dialectique-là, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le désir de s'en rapprocher de cet événement-là, et en même temps, ça pointe d'autant plus le caractère traumatisant de ne pas y être. Donc cette dialectique entre je désire et en même temps ça me fait horreur, fait partie de la dialectique rankienne. Je vais être encore plus biologisante. Non, mais juste encore plus biologisante, parce que je suis toujours très étonnée de toutes les discussions autour de la GPA qui ne parlent pas de l'allaitement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement évacué, comme si les femmes étaient plus des utérus qu'une paire de seins. Il faut dire que nous sommes des mammifères et non pas des utérins. Les utérins, ça existe, hein, en zoologie, on en parle, mais on est des mammifères, on se définit voilà, comme tel et pas comme des utérins, et je trouve que c'est un oubli anatomique fâcheux. Voilà. Je n'ai pas de point de vue sur la GPA, je n'ai fait que lancer le débat parce que je pense que cette question du traumatisme en tant que tel de la sortie hors de l'utérus pose la question de est-ce que c'est si important de savoir qui nous porte, c'est tout. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais ça fait partie des débats sociétaux qui animent nos pays. Il aurait mieux valu ne pas naître, je pense. Merci. Bon, comment ça? Tu viens pas, tu me dis pas, mais